Dès que j'ai signé pour donner la maison à ma fille, elle m'a expulsé sans pitié. Découvrez ma riposte inattendue dans cette histoire captivante de trahison et de justice. Abonnez-vous pour plus de récits bouleversants. À peine ai-je cédé la maison à ma fille. Elle m'a chassé. Maintenant, dégage. Messieurs, on dit toujours que la vie est courte, mais à 66 ans, on réalise qu'elle est aussi sacrément compliquée. Le matin, on se réveille avec un ensemble de pensées, et le soir, on s'endort avec un tout autre. Je me suis toujours considérée comme une personne les pieds sur terre. Mais avec les années, j'ai compris que les plans changent aussi vite que les couleurs. Des tissus dans mon magasin. Saint-Paul-de-Vence n'est pas la ville branchée des publicités. C'est un endroit où tout le monde se connaît, où le boulanger du marché se souvient de votre pain préféré, où les passants disent bonjour, même s'ils ne vous ont jamais vu. Il y a 30 ans, René et moi avons choisi cette ville pour sa médiocrité chaleureuse. Un bon lieu pour élever des enfants. Vieillir sans craindre le changement. Il y en a peu. Je suis gérante chez Tissus de Provence depuis 25 ans. Amusant qu'il n'y ait jamais eu de Provence dans le nom. La propriétaire, Marguerite Fournier, trouvait juste que ça sonnait chaleureux. Notre boutique est un lieu où les gens viennent non seulement choisir du lin, du coton, mais aussi parler. Combien de fois ai-je vu des femmes fouiller dans les rouleaux de tissu, me racontant leurs enfants rebelles, les fêtes locales ou leurs projets de décoration, j'écoute toujours, hochant la tête. Avec le temps, je suis devenue une sorte de confidente du village. Sauf qu'au lieu d'un divan, j'ai un comptoir de tissu et à la place d'un diplôme, des cheveux gris, des rides autour des yeux. René est mort il y a 4 ans, une crise cardiaque dans le garage, en changeant l'huile de notre vieille Citroën. Nous étions ensemble depuis 45 ans. Son absence reste une douleur fantôme. Parfois, je cuisine encore pour 2 ou me retourne pour lui dire quelque chose. La maison achetée il y a 30 ans, payée sur tant d'années, semble maintenant trop grande. Vide, une maison à 2 étages avec 3 chambres, un jardin où René plantait des oliviers, il donne encore des fruits. Je fais de la confiture d'olive que personne ne mange aussi vite qu'avant. René et moi avons 2 filles. Élodie, l'aînée, a hérité du pragmatisme, de l'entêtement de son père. Elle a 40 ans, dirige son propre salon de coiffure au centre de Saint-Paul-de-Vence. Son mari, Laurent Massa, travaille pour une compagnie d'assurance. Ils ont 2 adolescents, Lise, 16 ans, et Hugo, 14 ans. Élodie a toujours su ce qu'elle voulait. Allant chercher, même à l'école, elle travaillait à mi-temps, coupant les cheveux des voisins, économisant. Avec Laurent, ils ont acheté une maison avant la naissance de leurs enfants, sans jamais nous demander d'aide, bien que nous étions toujours prêts à tendre la main. Et puis, il y a Sophie, ma cadette, 36 ans, mais elle semble encore avoir 17 ans. Sophie a toujours été rêveuse. Enfant, elle dessinait des animaux imaginaires. Adolescente, elle teignait ses cheveux de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. À l'université, elle a changé 3 fois de filière sans jamais obtenir de diplôme. Maintenant, elle travaille comme vendeuse dans un magasin d'électroménager, là plus longtemps qu'ailleurs. Presque 2 ans. Elle était mariée à Julien, un programmeur avec un humour étrange, sans compétences domestiques. Ils ont divorcé il y a 3 ans. Quand leur fils, Léo, avait 7 ans, Julien paie une pension alimentaire, mais irrégulièrement, invoquant des problèmes de contrat, de clients. Depuis le divorce, Sophie a déménagé 4 fois, chaque fois pour une raison différente. Voisins bruyants, quartier peu pratiqué, moisissure dans la salle de bain. Mais je connais la vraie raison. L'argent, elle trouve toujours un endroit moins cher que le précédent.
Chaque fois. C'est plus déprimant. Maintenant, elle et Léo vivent dans une pièce au-dessus d'une laverie la nuit. Les sèche-linges bourdonnent. Le jour, ça sent le détergent. Léo est un garçon merveilleux. 10 ans. Il aime lire, construire des maquettes d'avions. Il a les yeux verts de Sophie, les mêmes cheveux blonds indisciplinés. Il vient chez moi tous les mercredis. Samedi après l'école, nous faisons des biscuits, jardinons ensemble. Parfois, il apporte ses devoirs. Nous les faisons. Sophie le récupère tard le soir, souvent directement du travail, fatiguée, irritable. Chaque fois que je les vois partir dans l'obscurité, vers l'arrêt de bus, mon cœur se serre. Un jeudi, Sophie est venue chez moi, un jour où elle ne venait pas habituellement, seule. Sans Léo, j'ai tout de suite su qu'elle avait besoin d'argent. Je reconnaissais ce regard, mélange de honte, désespoir, espoir mal dissimulé. Nous nous sommes assises en cuisine, buvant du thé, parlant du temps, de la croissance de Léo, de sa nouvelle coupe. Enfin, elle en est venue au fait. Maman, je suis vraiment gênée, mais je suis désespérée, a-t-elle dit, triturant la tasse froide. Une canalisation a éclaté dans la laverie. Notre appartement est inondé. Nous avons dû partir. J'ai trouvé un nouveau logement, mais ils veulent 2 mois de caution plus le premier loyer. Ça fait 2760 €. Et je n'ai que 736 €. Ça. J'ai soupiré. Il y a 3 mois. J'ai payé les réparations de sa voiture il y a 5 mois. Les factures d'électricité accumulées en hiver, autre chose avant. Je n'ai jamais tenu le compte exact de ce que je lui donnais. C'est ma fille. Ça suffit. Mais ma pension, mon salaire de gérante dans une petite boutique de tissus ne sont pas des puits sans fond. Sophie, ma chérie, je ne suis pas sûre de pouvoir trouver autant d'argent maintenant. J'ai commencé prudemment. Peut-être Julien pourrait t'aider. C'est pour le logement de son fils. Après tout, elle a secoué la tête, les yeux pleins de larmes. Je l'ai appelé. Il dit être entre 2 projets, sans argent. Il a promis d'aider dans 1 mois. Mais nous avons besoin d'un logement maintenant. Nous dormons sur le canapé d'une collègue depuis 3 jours. Léo ne dort pas. Ses notes baissent. J'ai regardé ma cadette, voyant le même regard effrayé qu'il y a 30 ans, quand elle s'était perdue au marché, à 17 ans, quand elle avait craché la voiture de son père, à 25 ans, quand elle m'a dit être enceinte, incertaine que Julien l'épouse. Ce nouvel appartement est-il bien? J'ai demandé, sachant déjà que je finirais par sortir mon chéquier, mieux que le dernier. Il a 2 pièces. Léo aura enfin son espace, plus près de l'école. Il n'aura pas à voyager loin. Tu sais, il y a un petit balcon où on peut mettre des pots de fleurs. Elle parlait, et je pensais à tous ses projets, si peu réalisés, à comment elle déménageait toujours à la recherche d'une vie meilleure, finissant dans une situation pire qu'avant, à Léo changeant d'école, d'amis, tentant de s'installer, à l'instabilité constante de leur vie. D'accord, je vais aider pour la caution. Je dis enfin. Mais, Sophie, ça ne peut pas continuer indéfiniment. J'ai besoin de savoir que toi et Léo aurez de la stabilité. Elle a hoché la tête, ravalant des larmes de gratitude. Je sais, maman, j'ai pris un travail à mi-temps le week-end au même magasin. Ils m'ont promis une augmentation dans 6 mois. Je te rembourserai. J'ai secoué la tête. Ce n'est pas une question d'argent, c'est que je ne dors pas, sachant que toi et Léo pourriez vous retrouver à la rue à tout moment. Elle est partie avec le chèque. Des promesses que tout irait bien. J'ai fermé la porte derrière elle, restant longtemps dans le couloir, regardant les photos sur le mur. René avec les filles à la pêche. Élodie
au bal de promo. Sophie avec Léo au parc d'attractions. Notre maison quand nous l'avons achetée. Moi sur le porche avec un panier de lavande fraîchement coupé, René avec un pot de peinture, un pinceau. Nous étions si jeunes, pleins d'espoir. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, je me tournais dans le lit, toujours trop grand, sans René. Je pensais à l'avenir, au mien, à celui de Sophie, de Léo, à 66 ans. Je suis encore assez forte pour travailler, vivre seule. Mais dans 5 ans, 10 ans, mes économies s'épuisent avec chaque nouveau problème de Sophie, et si quelque chose m'arrive, que deviendront-elles et Léo? Notre maison est payée, elle vaut au moins 276 000 €. Vous la haussez des prix immobiliers à Saint-Paul-de-Vence, assez pour offrir à Sophie, Léo, un avenir stable. Aider le garçon pour l'université le moment venu, donner à ma fille rêveuse une chance de se stabiliser. Le matin, j'ai appelé mon vieil ami, Alain Moreau, avocat immobilier. J'ai pris rendez-vous pour 2 jours plus tard. Prenant un jour de congé au magasin, Alain m'a accueilli dans son petit bureau encombré de dossiers. Il connaissait René depuis des années, nous avait aidés avec les papiers pour la maison. Colette, ma chère, tu es resplendissante, a-t-il souri, m'invitant à m'asseoir. Comment puis-je t'aider? Je lui ai parlé de mon idée de transférer la maison à Sophie, tout en conservant le droit d'y vivre à vie. Il écoutait, prenant parfois des notes. C'est possible, mais il y a des nuances. A-t-il dit quand j'ai fini? Tu peux établir un acte de donation avec usufruit, mais garde à l'esprit, dès que la maison sera réenregistrée, Sophie en deviendra la propriétaire légale. Elle pourra la vendre, l'hypothéquer, la luer, tout en respectant ton droit d'y vivre. Bien sûr, je comprends. Aïgé hochait la tête, mais je pense que ça lui donnera la stabilité dont elle a tant besoin. Peut-être même qu'elle viendra vivre ici avec Léo. La maison est assez grande pour nous 3. Alain a retiré ses lunettes, frottant son aise. Colette, je te connais depuis des années. Comme ami, pas comme avocat. Permets-moi un conseil. Es-tu sûr que Sophie est, disons, assez responsable pour une telle démarche? Peut-être mieux vaut lui léguer la maison dans ton testament. Je comprenais ses inquiétudes. Sophie n'avait jamais été particulièrement fiable, mais peut-être la responsabilité d'un bien si précieux l'aiderait à grandir. Je pense que c'est une chance pour elle de changer sa vie. Aïgé dit fermement. Et puis, ce n'est pas seulement pour elle, mais pour Léo. Ce garçon a besoin de stabilité. Alain a soupiré, hoquant la tête. D'accord, je préparerai tous les papiers d'ici la semaine prochaine. Mais réfléchis encore, Colette, ce genre de décision ne doit pas être pris à la légère. En quittant son bureau, je ressentais un étrange soulagement, comme si j'avais pris une décision mûrie depuis longtemps. Sophie aurait enfin un socle solide sous ses pieds, Léo vivrait dans une belle maison, irait à la même école, se ferait des amis, sans craindre de déménager dans un mois, et je serais là pour les aider tous deux. Ce soir-là, Élodie a appelé. Elle appelle tous les mardis, jeudi, ponctuelle comme une horloge. Elle m'a parlé des problèmes au salon de coiffure, que Lise voulait aller en école d'art, que Hugo avait raté les maths, mais brillait à la foire scientifique. J'écoutais, me demandant si je devais lui parler de ma décision. Je ne l'ai pas fait. Élodie avait toujours été trop pratique, trop comme son père. Elle n'approuverait pas, dirait que Sophie était irresponsable, qu'elle n'appréciait jamais ce qu'elle avait, que c'était injuste pour elle. Élodie, qui avait toujours tout fait correctement, peut-être avait-elle raison, mais parfois il faut donner une chance, non à ceux qui la méritent, mais à ceux qui en ont le plus besoin. Une semaine plus tard, les papiers étaient prêts,
J'ai décidé de tout discuter avec Sophie après la signature. Craignant qu'elle voie cela comme une tentative de contrôler sa vie, nous avons rencontré Alain à son bureau. J'ai signé tous les papiers. Il ne restait qu'à annoncer à ma fille qu'elle était propriétaire de la maison. J'ai décidé de le faire vendredi soir. Quand Léo resterait avec moi pour le week-end, j'ai acheté des ingrédients pour ses plats préférés. Cuisiner une tarte aux pommes. J'allais tout dire à Sophie quand elle amènerait son fils. J'imaginais sa surprise, ses larmes de gratitude. Comment nous planifierions leur déménagement, discuterions des meubles pour la chambre de Léo. Je ne savais pas que bientôt je serais au milieu de ma propre cuisine, écoutant ma fille dire des mots qui bouleverseraient ma vie. Sophie était en retard de 2 heures ce soir-là. J'ai réchauffé le dîner 3 fois, mangé presque la moitié de la tarte. J'étais nerveuse. Léo était à la table de cuisine, assemblant la maquette d'avion que je lui avais achetée la semaine dernière. Il parlait à peine. À cet âge où les garçons deviennent renfermés, parfois, je pense qu'à 10 ans, il comprend déjà la vie mieux que sa mère à 36 ans. « Mamie, penses-tu que les avions voleront un jour à l'énergie solaire ?» a-t-il demandé soudain. Sans quitter des yeux un détail microscopique, « Je pense que oui. » a-t-il répondu. Les gens inventent toujours de nouvelles choses. Quand j'étais petite, il n'y avait ni téléphone portable, ni Internet. Comme vivre à l'époque antique. Il a hoché la tête sérieusement, et j'ai ri. Eh bien, je ne me sens pas si antique. Nous vivions différemment. Nous parlions plus en face à face. Écrivions des lettres, des vraies, sur papier. Sa voix semblait sincèrement surprise. Ça imagine, et nous attendions des semaines pour une réponse. Il a secoué la tête, incapable d'imaginer un monde sans messagerie instantanée. À ce moment, la sonnette a retenti. Léo n'a pas levé les yeux. Il savait que c'était sa mère. Sophie semblait fatiguée, mais étrangement animée. Ses yeux brillaient, ses cheveux hâtivement relevés en queue de cheval. Elle semblait pressée, désolée d'être en retard. « Maman !» Elle m'a embrassé sur la joue, entrant en cuisine. « Salut, mon chéri. L'avion avance. » Léo a haussé les épaules, sans la regarder. « Hein, ça va ?» Il y avait clairement quelque chose de non dit entre eux. Sophie a soupiré, se tournant vers moi. « Je n'ai pas beaucoup de temps. Maman, je récupère Léo dimanche, comme d'habitude. J'ai une réunion ce soir. » Une réunion? Un vendredi soir. Je n'ai pu cacher ma surprise. « Oui, le travail. » A-t-elle vaguement agité la main. « Oh, écoute, puis-je te parler 1 minute ?» Nous sommes sortis dans le couloir. Je voulais l'appeler au salon, la faire asseoir, annoncer solennellement la nouvelle de la maison, mais quelque chose dans son attitude m'a arrêté. Quelque chose est arrivé. Sophie. Ça. Non. Non, petit. Tout va bien? Juste, tu te souviens de l'appartement pour lequel tu m'as donné de l'argent. Elle parlait vite. J'ai dû y renoncer. Un problème de câblage? J'avais peur pour Léo, mais j'en ai trouvé un autre. Encore mieux. Et devine quoi? Moins cher. Donc il me reste de l'argent de ton chèque, et je pensais... Sophie, l'ai-je interrompue? Tu as déjà loué un autre appartement sans voir le premier? Elle a détourné le regard. Eh bien, pas exactement. Je suis en train... Tu sais, c'est si dur de trouver quelque chose de convenable de nos jours. Je ressentais cette déception familière monter en moi, celle qui venait quand Sophie tournait autour du pot, mais ce soir était spécial. Je ne voulais pas le gâcher. « Sophie, j'ai une nouvelle pour toi. » Aïcha dit, décidant de ne pas repousser la conversation. « J'ai transféré la maison à ton nom. » Ses yeux se sont écarquillés. « Quoi ?» J'ai transféré notre maison à ton nom, à condition que j'y vive jusqu'à la fin de mes jours.
Alain Moreau a aidé avec les papiers. Tout est officiel. Elle m'a regardé, comme si je venais de lui dire que des extraterrestres avaient atterri sur la pelouse. Tu plaisantes? Toute la maison pour moi. J'ai hoché la tête. Je pensais que ça vous donnerait, à toi et Léo, de la stabilité. La maison est grande, il y a de la place pour tout le monde. Sophie m'a soudain entourée de ses bras, me serrant fort. Maman, tout, c'est incroyable. Je ne sais pas quoi dire. Je l'ai enlacée en retour, sentant ses épaules trembler. Elle pleurait. Un mélange de satisfaction, d'anxiété m'a envahi. Toute ma vie, j'avais essayé de protéger mes filles, leur donner tout ce que je pouvais, mais je n'avais jamais fait un pas aussi important. Alain a tous les papiers. Aïe, j'ai dit, m'écartant. Tu peux les récupérer lundi. Je n'ai pas encore parlé à Élodie. Je pense qu'on devrait le faire ensemble. À la mention de sa sœur. Sophie s'est un peu crispée, mais a hoché la tête. Bien sûr, maman, juste, peux-tu ne rien dire à personne pour l'instant? Je veux réfléchir. Tout planifier, c'est un grand pas. J'ai accepté, bien qu'au fond, je ressentais une pointe de déception. Je voulais qu'elle court vers Léo, lui dise comment leur vie allait changer. Mais chacun gère les bonnes nouvelles à sa façon. Ce soir-là, Sophie est restée plus longtemps que d'habitude. Elle m'a posé des questions sur les documents, la valeur actuelle de la maison, la dernière réparation du toit. J'ai répondu, me sentant étrange, comme si je passais un examen sur ma propre maison. Enfin, elle est partie, m'enlaçant fort une dernière fois, promettant de passer demain après le travail. Léo est resté avec moi pour le week-end. Comme d'habitude, nous avons fait des biscuits, regardé de vieux films. Je n'ai même pas objecté quand il a demandé à jouer aux jeux vidéo plus longtemps. Le dimanche soir, Sophie l'a récupéré, toujours excitée, distante à la fois. Je m'attendais à ce qu'elle reste, parle, discute de nos plans, mais elle s'est hâtée de dire au revoir, invoquant une affaire. La semaine suivante s'est passée calmement. Sophie a appelé 2 fois, posant des questions sur la maison. L'année de construction, des problèmes de fondation, l'isolation du grenier. J'ai répondu, pensant qu'elle envisageait sérieusement de déménager un vendredi, en rentrant du travail. J'ai vu une voiture inconnue dans l'allée. En ouvrant la porte, j'ai entendu des voix du salon. Sophie parlait à un homme. J'ai entré, les voyant, ma fille avec un carnet, un homme d'âge moyen bien habillé, écrivant sur une tablette. « Oh, maman !» Sophie s'est tournée vers moi avec un sourire un peu forcé. « Voici Monsieur Bisset, un agent immobilier. » « Un agent immobilier ?» J'ai regardé, perplexe. « De ma fille, à l'étranger ?»« Ah, oui, je voulais juste connaître la valeur actuelle de la maison. » Monsieur Bisset a gentiment accepté de faire une estimation. L'homme m'a tendu la main. « Ravi de vous rencontrer. Madame Dubois, vous avez une maison magnifique dans un bel emplacement. Ce type de propriété est très demandé. » Je lui ai serré la main mécaniquement, ne comprenant pas ce qui se passait. « Sophie, puis-je te parler 1 minute ?» A.I.G. a hoché la tête vers la cuisine. « Bien sûr, maman. » a-t-elle dit, se tournant vers l'agent. « Excusez-moi. Monsieur Bisset, je reviens tout de suite. Vous pouvez jeter un œil à la cour. Il y a une belle terrasse. » Une fois en cuisine. J'ai fermé la porte, me tournant vers ma fille. « Mais que se passe-t-il, Sophie? Pourquoi as-tu amené un agent immobilier ?» Elle a haussé les épaules, évitant mon regard. « Je t'ai dit, je voulais juste connaître la valeur actuelle. C'est important pour planifier. » « Planifier quoi? » Je commençais à perdre patience. L'avenir. Maman, le mien
et celui de Léo. Tu as dit vouloir nous donner de la stabilité. Et oui, mais je voulais dire que vous pourriez vivre ici, pas vendre la maison. Sophie m'a enfin regardé dans les yeux. Maman, sois réaliste. Cette maison est trop grande pour nous, trop chère à entretenir. Je ne peux pas payer ses taxes, ses factures. Mais si on la vend, Léo et moi pouvons acheter quelque chose de plus petit, peut-être sans hypothèque, et il nous restera de l'argent pour son éducation. Je sentais le sang se retirer de mon visage. Sophie, j'habite ici. Tu ne peux pas vendre la maison. Je sais. Maman, a-t-elle dit doucement, comme expliquant à un enfant, mais on peut te trouver un bel appartement à proximité. Ne t'inquiète pas. J'ai tout prévu. Et je regardais ma fille, ne la reconnaissant pas. Où était la femme émotive qui m'avait enlacée il y a une semaine, avec des larmes de gratitude? Où était son insécurité? Devant moi se tenait une personne qui avait déjà planifié mon avenir, sans même me consulter. Je ne vais nulle part. Aïgé dit fermement. Nous avons convenu que je garderai le droit d'y vivre à vie. Oui, mais ça ne veut pas dire dans cette maison, a répondu Sophie. Impaciente, tu peux avoir ce droit ailleurs. Monsieur Bisset m'a expliqué comment ça fonctionne. Je sentais quelque chose se briser en moi. Connaissais-je si mal ma propre fille? Ou cette maison, soudain à elle, l'avait-elle tant changé? Je parlerai à Alain. Aïgé dit. Il n'autorisera pas une telle interprétation de notre accord. Maman. Sophie a soupiré avec cette expression d'exaspération patiente de son adolescence. La maison est à moi maintenant. Légalement, je peux en faire ce que je veux. Au mercredi, en rentrant du travail, une camionnette avec un logo de société de construction était devant la maison. En entrant, j'ai entendu du bruit, des voix du 2e étage. Montant les escaliers, j'ai trouvé 2 hommes enlevant le papier peint dans la chambre qui appartenait autrefois à Élodie. Que faites-vous? Ai-je demandé, ne reconnaissant pas ma voix. L'un des ouvriers s'est tourné. Nous enlevons le papier peint. Madame, mademoiselle Lemoine a ordonné des rénovations. Quelle rénovation? La panique montait. Arrêtez immédiatement. Madame, nous avons un ordre. Le papier peint était déjà à moitié arraché. Mieux vaut parler à mademoiselle Lemoine. Je suis descendue, appelant Sophie. Elle n'a pas répondu. Enfin, je lui ai envoyé un message. Pourquoi as-tu envoyé des ouvriers? Arrête ça tout de suite. La réponse est arrivée. Les réparations sont nécessaires pour augmenter la valeur de la maison. N'interfère pas avec leur travail. Je me tenais au milieu du salon, serrant mon téléphone, sentant ton moment de s'effondrer. La maison que je considérais mienne devenait un espace étranger sous mes yeux. Sophie est arrivée ce soir-là, pas seule, avec un homme en costume coûteux. J'étais assise dans un fauteuil au salon, regardant par la fenêtre. Lumières éteintes. Maman. Sophie a allumé. Que fais-tu dans le noir? Oh! Voici monsieur Gauthier, l'acheteur dont je t'ai parlé. Il voulait revoir la maison. Je me suis lentement tournée vers eux. L'homme semblait légèrement gêné, mais Sophie ne remarquait pas l'embarras. Et bonjour. Madame Dubois, monsieur Gauthier a hoché la tête. Et vous avez une belle maison? Je sais. Aïgé répondit sèchement. J'y vis depuis 30 ans. Maman? La voix de Sophie prenait une note d'irritation. Nous allons juste visiter la maison. D'accord. Monsieur Gauthier veut s'assurer que les rénovations vont dans le bon sens. Les rénovations commencées sans ma permission dans ma maison. Aïgé dit, sans bouger. Dans ma maison,
Maman, a dit Sophie doucement, mais fermement. Légalement. Elle m'appartient. Monsieur Gauthier se dandinait. Peut-être devrais-je revenir une autre fois. Non, non, Mosté, c'est bon. Sophie, lui, a saisi le bras. Venez, je vous montre le 2e étage. Les ouvriers ont déjà commencé et ils sont montés. Et je restais assise, me sentant comme un fantôme chez moi. J'entendais leurs voix discuter de la refonte, abattre le mur entre 2 chambres, remplacer la baignoire par une douche. Quand ils sont redescendus, j'étais toujours au salon. Monsieur Gauthier a marmonné quelque chose de poli. Partant rapidement, Sophie a fermé la porte derrière lui, se tournant vers moi. Maman, tu agis comme une enfant. Je comprends que le changement est difficile, mais c'est pour le mieux pour nous tous. Pour le mieux. J'ai presque ri. Tu me mets dehors de la maison où j'ai vécu la moitié de ma vie. La maison où ton père est mort, où toi et Élodie avez fait vos premiers pas. Et c'est pour le mieux. Ce n'est qu'une maison, maman, des murs, un toit. Sa voix était impatiente. Monsieur Gauthier offre un bon prix. Avec cet argent, Léo et moi pouvons commencer une nouvelle vie. Et moi, ma vie est... Je t'ai dit, on te trouvera un appartement, un cosy au rez-de-chaussée, plus près du centre. Tu n'auras pas à marcher autant. Ce sera plus facile pour aller au travail. J'ai la regardée, ne la reconnaissant pas. Ma Sophie rêveuse, impulsive, toujours en besoin d'aide, avait disparu. Devant moi, une femme froide, calculatrice, qui avait décidé de ma vie sans demander mon avis. Je ne déménage pas. Aïgé dit fermement. Cette maison est la mienne. Je reste ici. Sophie a plissé les yeux. Maman, ne rend pas ça difficile. La vente est finale dans 2 semaines. Tu as le temps de faire tes valises, de dire au revoir à la maison. J'ai déjà trouvé un appartement pour toi. Nous payerons l'acompte avec la vente. J'ai ça. Tu ne peux pas me mettre dehors. J'ai haussé la voix. J'ai des droits exercés ailleurs, a-t-elle rétorqué. J'ai consulté un avocat. Tout est légal. Je ne pouvais plus supporter. Criancre? Un avocat. Tu n'as même pas attendu que l'encre sèche sur les documents. Tu avais prévu de vendre la maison dès le début. Sophie a perdu un instant son assurance. Ça, ce n'est pas vrai. J'ai juste réalisé que c'était la meilleure option pour nous tous. J'ai besoin de stabilité financière. Léo a besoin d'un avenir. Et toi, d'un endroit où tu n'as pas à t'inquiéter de déneiger ou réparer les gouttières. Ne me mens pas. Je sentais les larmes monter. Je te connais depuis toujours. Tu n'as jamais su mentir. Soit. Elle s'est tuée, détournant le regard, puis s'est redressée, son visage durci. D'accord. Oui, je l'avais prévu. Julien a refusé de payer pour l'université de Léo, disant que c'était trop loin, pas son obligation. Et la maison est le seul bien de notre famille, la seule façon de sécuriser l'avenir de Léo. Aide mon avenir. Aïgé demandait doucement. Elle a haussé les épaules. Tu vivras dans un appartement que je trouverai. L'argent de la vente le payera pour des années. Tu seras parfaitement en sécurité. En sécurité. Aïgé secouait la tête. Sophie, une maison, ce n'est pas juste des murs, un toit. C'est des souvenirs, un sentiment d'appartenance. C'est une partie de moi. D'où sentimentalisme a-t-elle lancé. Nous n'avons pas les moyens pour du sentimentalisme, pas dans notre situation. Je regardais ma fille, voyant l'ombre de René en elle, le même menton têtu, la même détermination dans les yeux. Mais René n'avait jamais été cruel,
jamais mis le pragmatisme avant les sentiments humains. Je ne pars pas. Aïe, dit fermement. Tu es peut-être légalement propriétaire, mais il faudra appeler la police pour me faire sortir. Elle m'a fixé d'un regard long, froid. Ne sois pas dramatique. Maman, tu sais que je ne ferai pas ça. Mais tu sais aussi que tu n'as pas le choix. La maison est vendue. J'ai trouvé un appartement. La vie change. Il faut s'adapter. Sur ces mots, elle s'est approchée, posant ses mains sur mes épaules, son toucher léger, presque doux, mais je ne voyais aucune chaleur dans ses yeux. Merci pour la maison, maman, a-t-elle dit avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Ah, mais maintenant, je n'ai plus besoin de toi. Va-t'en! Et j'y restais là, stupéfaite par ces mots, incapable de croire qu'ils venaient de la bouche de ma fille, celle que j'avais élevée, à qui j'avais lu des histoires, consolée après des cauchemars, ses premiers chagrins d'amour, celle à qui je venais de donner ce que j'avais de plus précieux, un toit et l'héritage familial. À cet instant, j'ai réalisé que j'avais perdu plus qu'une maison. J'avais perdu ma fille. Je ne me souviens pas comment j'ai quitté la maison ce soir-là, juste de ce sentiment d'irréalité, comme si je regardais un film sur la vie de quelqu'un d'autre. Les mots de Sophie résonnaient. Merci pour la maison, mais maintenant, je n'ai plus besoin de toi. Va-t'en. Une phrase simple, mais brisant mon cœur en 1 million de morceaux, à chaque répétition dans ma tête. D'une manière ou d'une autre, je me suis retrouvée chez Élodie. Je ne me souviens pas comment j'ai atteint l'arrêt de bus. Pris le bus, marché le dernier pâté de maison, je me tenais devant la maison soignée à 2 étages de ma fille aînée, serrant mon sac, incapable de lever la main pour son nez. La porte s'est ouverte seule. Élodie se tenait là, en tablier, cheveux ébouriffés, me regardant avec surprise. Ah, maman, que s'est-il passé? J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais au lieu de mots, les sanglots retenus toute la soirée ont éclaté. Élodie était à mes côtés en un instant, m'enlaçant, me guidant dans la maison. Hugo, sers un thé à la camomille, à mamie, a-t-elle ordonné à son fils, qui passait la tête du salon. Lise, prépare la chambre d'amis, décorée dans un style provençal. Elle m'a assise sur le canapé, me couvrant d'une couverture. Bien que la maison fût chaude, elle m'a apporté une tasse de thé à la camomille. Comme je lui donnais quand elle était malade enfant, elle a attendu patiemment que je me calme assez pour parler. Sophie, ai-je enfin dit. Elle me met dehors de la maison. Élodie a froncé les sourcils, confuse. Quoi? De ta propre maison. Comment peut-elle te mettre dehors? Et je lui ai tout raconté. Ma décision de transférer la maison à Sophie, les visites de l'agent immobilier, les réparations, l'acheteur, ces derniers mots terribles. Élodie écoutait, son visage passant de la perplexité au choc, puis à la colère. Je savais qu'elle était irresponsable. Mais ça, c'est monstrueux, a-t-elle dit quand j'ai fini. Comment a-t-elle pu? J'ai secoué la tête. Elle dit que c'est pour l'avenir de Léo que vendre la maison payera son université. Mon appartement pour des années. Elle se fiche de Léo. A exclamé Élodie, bondissant de son siège. Elle n'a jamais pensé à personne d'autre qu'elle-même. Mon Dieu, je vais l'appeler tout de suite, lui dire ce que je pense. Elle a saisi son téléphone, mais je l'ai arrêté. Non, ma chérie, ça ne changera rien. La maison est à son nom. Elle en a le droit légal. Mais elle n'a pas le droit de te traiter comme ça. Élodie était furieuse, joues rouges. Maman, tu lui as donné ta maison, celle que toi et papa avez achetée, où nous avons grandi.
Oui, je l'ai fait, ai-je dit, épuisé. Je pensais faire ce qu'il fallait, lui donner une chance de stabilité. Élodie s'est assise à côté de moi. Prenant mes mains, tu as toujours voulu notre bonheur. Tu nous as toujours mises en premier. Et Sophie, elle a profité de ça. Elle en a profité toute sa vie. J'ai voulu défendre ma cadette, dire qu'elle était juste confuse, que c'était dur d'être seule avec un enfant. Mais les mots ne venaient pas. À cet instant, je ne trouvais aucune excuse pour les actions de Sophie. Tu restes ici. Si, a dit Élodie fermement. Ça, nous avons une chambre d'amis. Elle sera à toi. Nous trouverons une solution. Je ne peux pas m'imposer à toi et Laurent. Ai-je protesté faiblement. Maman. Élodie m'a regardé droit dans les yeux. Tu ne seras jamais une imposition. Tu es ma mère. C'est ta maison aussi longtemps que tu veux. J'ai recommencé à pleurer, mais cette fois de gratitude. Elle m'a enlacé, caressant mon dos, comme si j'étais une petite fille, et je pensais à l'étrangeté de la vie. Maintenant ma fille me consolait, comme je l'avais consolée autrefois. Laurent est rentré du travail. Élodie lui a tout raconté, pendant que j'étais sous la douche. Quand je suis sortie, il m'attendait dans le couloir, grande, sérieux, avec ce froncement de sourcils quand il était inquiet. « Colette » a-t-il dit, s'approchant, m'enlaçant fort. « Je suis tellement désolée. Considère ceci comme notre maison. Reste aussi longtemps que nécessaire. » J'ai hoché la tête, reconnaissante, incapable de parler. À cet instant, submergée de gratitude pour cette partie de ma famille qui ne m'avait pas tourné le dos, je n'ai pas dormi cette nuit-là dans la chambre inconnue. Je restais allongée, fixant le plafond, pensant à la rapidité avec laquelle la vie peut s'effondrer. Il y a 2 semaines, j'avais une maison que j'aimais, une fille en qui j'avais confiance, un avenir clair. Maintenant, j'étais dans un lit étrange, ayant tout perdu, sauf les vêtements portés, en quittant la maison. Le lendemain matin, Sophie a appelé. Je fixai l'écran du téléphone, n'osant répondre. Enfin, rassemblant mon courage, j'ai appuyé sur le bouton vert. « Maman, où es-tu » Sa voix semblait irritée. « Je suis venue, mais tu n'es pas à la maison ?»« Ce n'est plus ma maison, Sophie. » Ai-je répondu doucement. « Tu l'as bien fait comprendre hier. »« Maman, ne sois pas dramatique. » a-t-elle soupiré. J'étais à cran. J'ai trop dit. Mais le fait est, la maison va être vendue. Monsieur Gauthier a signé un contrat préalable. Et où suis-je censé vivre? Je t'ai dit, j'ai trouvé un super appartement, pas loin du centre. Une pièce, assez spacieux. Je payerai 1 an de loyer d'avance. Et ensuite, ai-je demandé que se passera-t-il dans 1 an? Une pause sur la ligne. Maman, a enfin dit Sophie. Réglons les problèmes au fur et à mesure. D'accord. Pour l'instant, l'important est de vendre la maison. C'est une chance pour moi et Léo. Et mes affaires. Ai-je demandé? Mes vêtements, photos, souvenirs. Tout va bien, rien ne sera perdu. Je vais tout emballer, te l'apporter. D'ailleurs, où es-tu? Chez Élodie. Ai-je répondu. Je vois, a-t-elle dit, sa voix teintée d'irritation. As-tu déjà tout raconté à ta grande sœur? Sophie, tu m'as mise dehors? Où étais-je censée aller? Elle n'a pas répondu. Nous sommes restées silencieuses quelques secondes. Puis elle a dit « Bon, je dois y aller. J'ai un rendez-vous avec le designer d'intérieur. Il faut préparer la maison pour la vente. » Et elle a raccroché sans dire au revoir. Ce jour-là,
Élodie et moi sommes allés voir Alain Moreau. Il semblait gêné en nous voyant dans son bureau. « Colette, je suis tellement désolé, a-t-il dit, secouant la tête. J'aurais dû insister pour clarifier les termes de l'occupation. Peut-on contester la donation ? A demandé Élodie sans détour. Alain a soupiré. Théoriquement, oui. Vous pourriez essayer de prouver que la donation a été faite sous pression ou par tromperie. Mais honnêtement, les chances sont minces. Colette a signé tous les documents volontairement, en pleine conscience, et la pression émotionnelle. Élodie ne lâchait pas. Sophie a clairement manipulé sa mère. C'est très difficile à prouver en justice. Alain semblait contrarié. De plus, les procédures peuvent prendre des mois, voire des années, et coûter cher. L'argent n'est pas un problème, a dit Élodie fermement. Laurent et moi pouvons aider. J'ai posé ma main sur l'épaule de ma fille. Élodie, ma chérie, ne nous précipitons pas. Alain, qu'en est-il du droit d'occupation à vie ? Sophie peut-elle vraiment m'expulser ? Alain a feuilleté les papiers sur la table. L'acte stipule que tu conserves le droit d'occupation à vie. Malheureusement, il ne précise pas l'emplacement exact. Cela donne une certaine latitude à Sophie. Donc, elle peut me trouver un autre endroit où vivre, et ce sera légal. Le désespoir montait en moi. Si le logement répond à certains standards de confort, oui. A hoché Alain. Mais elle est obligée de te fournir un toit. C'est son obligation contractuelle. Donc, elle peut expulser ma mère de sa propre maison, qu'elle lui a donnée, et ce sera légal. Élodie n'y croyait pas. Malheureusement, oui. Alain a écarté les mains. La loi est du côté du nouveau propriétaire dans ce cas. C'est bien ça. Nous sommes sortis du bureau d'Alain, déprimés. La pluie qui avait commencé pendant que nous étions à l'intérieur correspondait à mon humeur. Nous engagerons un autre avocat, a dit Élodie fermement, ouvrant son parapluie. Quelqu'un spécialisé dans ce genre de cas? J'ai hoché la tête. Sans grand espoir. Au fond, je savais que la maison était perdue. La seule question était quoi faire ensuite. Comment ramasser les morceaux de ma vie? Les jours suivants, j'ai essayé de m'installer chez Élodie. Ma fille aînée faisait de son mieux pour que je sois à l'aise. Elle m'a donné une étagère dans la salle de bain, une place dans le placard, a même réorganisé le dîner familial pour que je puisse les rejoindre après le travail. Laurent, toujours calme, posé, a proposé de m'aider à trouver un nouvel endroit quand je serai prête. Lise et Hugo, mes petits-enfants adolescents, essayaient de me soutenir à leur manière. Lise a proposé de m'apprendre des applications de méditation. Hugo a apporté une vieille chaise à bascule de sa chambre, disant que les grands-mères devaient s'y asseoir. J'étais reconnaissante à tous, mais je ne pouvais me défaire du sentiment d'être sans domicile. Chaque matin, en me réveillant, j'oubliais momentanément où j'étais, m'attendant à voir les fissures familières du plafond de ma chambre, entendre les planchers craquer dans l'escalier. À la place, j'étais accueillie par la surface lisse du plafond de la chambre d'amis. Les sons étouffés de la vie familiale derrière la porte, le 3e jour. Je suis retournée à la maison pour récupérer mes affaires. Sophie avait promis de les emballer, mais je ne pouvais attendre. J'avais besoin de mes vêtements, mes photos. À ma surprise, la porte a été ouverte par une femme inconnue tenant une tablette. « Comment puis-je vous aider ?» a-t-elle demandé, mais urgente. C'est ma maison. Aïe, j'ai bégayé. Je veux dire, je suis Colette Dubois. Je viens chercher mes affaires. Oh, Madame Dubois. La femme a souri. Sophie nous a prévenu que vous pourriez passer. Entrez. Je suis Céline Renaud.
designer d'intérieur, j'aide à préparer la maison pour la vente. Je suis entré dans le vestibule, me figeant de choc. La maison, ma maison, était méconnaissable. Les murs du salon, autrefois beige, avec des touches vertes, choisies avec René, étaient maintenant peints d'un gris fade. Les meubles réorganisés, beaucoup avaient disparu, remplacés par des objets modernes, anguleux. Que s'est-il passé? J'ai reconnaissé à peine mon salon. Oh, nous commençons juste, a répondu Céline avec enthousiasme. Les tons neutres, le design minimaliste attire les acheteurs aujourd'hui. Ils veulent voir du potentiel, pas la vie de quelqu'un. La vie de quelqu'un, ma vie, la vie que René et moi avions construite dans ces murs pendant 30 ans, maintenant arrachée, couche par couche. Comme du vieux papier peint, ça, où sont mes affaires? Ai-je demandé, la voix tremblante. Ah, oh. Sophie a emballé la plupart de vos effets personnels. Céline a pointé des boîtes empilées dans un coin de la salle à manger. Elle a dit qu'elle les prendrait pour vous les apporter plus tard. Je me suis approché des boîtes. Seulement 5. 5 boîtes en carton de taille moyenne. Toute ma vie empaquetée, comme des marchandises dans un entrepôt, c'était tout. Je n'y croyais pas. Et le reste? Les meubles, les livres, la vaisselle. Sophie a dit que la plupart des meubles resteraient pour l'exposition. Céline a haussé les épaules. Ensuite, je suppose, vendus avec la maison ou séparément. Avec l'aide de Céline, j'ai descendu les boîtes, appelé un taxi. Quand la voiture s'est arrêtée, j'ai jeté un dernier regard à la maison que je ne reconnaissais plus. Dans mon esprit, j'ai dit adieu à chaque coin, chaque souvenir que ces murs contenaient. Au dîner, Élodie m'a dit que des rumeurs circulaient en ville sur ce qui s'était passé. Saint-Paul-de-Vence était une petite ville. Les nouvelles se propageaient comme un feu de forêt. Carole Dumarché a demandé de tes nouvelles, a dit Élodie, servant la salade. Elle a entendu que tu ne vivais plus chez toi. Et quoi as-tu dit? Je sentais mes joues rougir de honte. Bien que je n'ai rien fait de mal. La vérité, a répondu Élodie simplement, que tu restes avec nous temporairement, pendant que des problèmes avec ta maison sont résolus. Ah bon, un sonnet. Le lendemain, au magasin de tissus, tout le monde me regardait avec sympathie. Marguerite Fournier, la propriétaire, s'est approchée pendant ma pause déjeuner. Colette, ma chère, elle a posé sa main sur mon épaule. Si tu as besoin de prendre du temps pour des affaires personnelles, dis-le-moi. Merci, Marguerite. Et j'appréciais son souci, mais je préfère travailler, ça me distrait. Tout le monde dit que ta cadette t'a mise dehors. A-t-elle dit doucement. Est-ce que vrai? J'ai soupiré, voyant l'inutilité de nier. Oui, en quelque sorte, j'ai signé la maison à Sophie. Elle a décidé de la vendre. Marguerite a secoué la tête. Les enfants sont si différents aujourd'hui. Nous n'aurions jamais, s'il te plaît. Léger interrompu. Je ne veux pas en parler. Elle a serré ma main avec sympathie, s'éloignant, mais je sentais les autres vendeuses me fixer le reste de la journée. Je savais que demain, tout Saint-Paul-de-Vence parlerait de l'ingrate fille qui a jeté sa propre mère à la rue. Ce soir-là, Élodie est entrée dans ma chambre, s'asseyant au bord du lit, tripotant une enveloppe. « Maman, j'ai trouvé ça dans la boîte aux lettres ce matin. » A-t-elle dit, mais l'attendant. C'est pour toi, mais daté d'hier, donc envoyé avant que tout n'arrive. J'ai ouvert l'enveloppe, à l'intérieur. Une invitation au dîner caritatif annuel de la ville. J'y allais depuis des années. Achetant un billet,
L'année dernière, j'étais à une table avec les Dupont, nos voisins, et les Fournier, propriétaires d'une boulangerie au centre. Je ne sais pas si tu voudras y aller cette année. Ah, dit Élodie, incertaine. Mais si tu veux, Laurent et moi pouvons venir. J'ai secoué la tête. Je ne pense pas pouvoir. Tout le monde posera des questions. Discutèrent. Maman, Élodie a pris ma main. Tu n'as rien à avoir honte. C'est Sophie qui devrait se cacher, pas toi. À ce moment, mon téléphone a sonné. C'était monsieur Fabre, le directeur de l'école de Léo. Madame Dubois. Sa voix semblait inquiète. Désolée de vous déranger. Je n'arrive pas à joindre votre fille. Sophie, vous êtes listée comme contact d'urgence de Léo. Quelque chose ne va pas avec Léo. J'étais immédiatement alarmée. Non, il va bien, mais il refuse de rentrer. Il dit vouloir être avec vous. Nous avons essayé de contacter sa mère, sans réponse. J'arrive tout de suite. Aïe, j'ai dit, sautant du lit. Élodie m'a conduite à l'école. Léo était sur un banc à l'entrée, serrant son sac à dos. En me voyant, son visage s'est éclairé. Il a couru vers moi. Mamie. Il m'a enlacée. Je ne veux pas rentrer. Puis-je vivre avec toi? J'ai caressé ses cheveux, ne sachant quoi dire. Mon chéri, que s'est-il passé? Pourquoi ne veux-tu pas rentrer? Maman a dit à tout le monde que tu déménages. Parce que c'est mieux pour toi? A-t-il dit, sans me regarder. Mais je l'ai entendu parler au téléphone avec monsieur Gauthier. Elle a dit qu'elle vendait notre maison. Ta maison? Ma maison. Et que tu devrais vivre dans un appartement? J'ai soupiré. Les enfants remarquent toujours plus qu'on ne pense. Ah, Léo, c'est une situation d'adulte compliquée. Ta maman fait ce qu'elle pense être le mieux pour vous deux. Non? Il a secoué la tête. Têtu. Elle t'a menti. Grand-papa disait toujours qu'on ne ment pas aux gens qu'on aime. Ah, j'ai les serrés plus fort, sentant les larmes monter dans ma gorge. Ramenons-toi à la maison. Aïe, j'ai dit doucement, ta maman doit s'inquiéter. Ah. Elle n'est pas à la maison, a marmonné Léo. Elle est à une réunion avec un designer. Elle a dit qu'elle rentrerait tard. À ce moment, la voiture de Sophie s'est arrêtée. Elle a sauté sans couper le moteur, se précipitant vers nous. Léo? Elle semblait inquiète. Que se passe-t-il? L'école a appelé? Je ne veux pas rentrer, a dit Léo fermement. Je veux vivre avec mamie. Sophie m'a lancé un regard accusateur. Que lui as-tu dit? Ah, rien. J'ai secoué la tête. Je viens d'arriver. Monsieur Fabre m'a appelé, car il n'arrivait pas à te joindre. Sophie s'est mordu la lèvre, puis s'est tournée vers son fils, plus douce. Léo, mon chéri, il faut rentrer. Nous avons beaucoup à faire. Nous déménageons bientôt dans une nouvelle maison. Souviens-toi, je t'ai dit, tu auras ta grande chambre. Je ne veux pas déménager dans une nouvelle maison, a-t-il répété, têtu. Je veux rester dans notre maison avec mamie. Sophie m'a jeté un autre regard, presque suppliant. Ça, Léo. Je me suis accroupie devant mon petit-fils. Écoute-moi. Tu rentres avec ta maman maintenant, et je te promets, nous nous verrons aussi souvent qu'avant, peut-être plus. D'accord. Il a hoché la tête à contre-cœur, moins têtu. Tu promets? Je promets. Je l'ai embrassé sur le front. Et tu sais que je tiens toujours mes promesses. Léo est monté dans la voiture de Sophie, sans regarder sa mère. Elle se tenait à côté de moi, se dandinant maladroitement. Merci, a-t-elle dit doucement. Je ne l'ai pas fait pour toi.
Aïe, j'ai répondu. Je l'ai fait pour lui. Il a besoin de stabilité. Sophie, essaie de ne pas gâcher sa vie avec tes décisions. Aussi, elle a tressailli, comme frappée, mais n'a rien dit. Elle est montée dans sa voiture, partant sans se retourner. Quand Élodie et moi sommes rentrés, un appel d'Alain Moreau attendait. Colette. Sa voix semblait fatiguée. Je viens de parler à Sophie. Elle a signé tous les papiers. La vente aura lieu dans 3 jours. Monsieur Gauthier a déjà versé l'acompte. Si vite que je n'y croyais pas. Ça prend normalement des semaines. Pas quand l'acheteur est si intéressé et la vendeuse si motivée. Alain a marqué une pause. Colette, je sais que c'est dur à entendre, mais je dois te dire, Sophie obtient presque 20% au-dessus de la valeur marchande. C'est une très bonne affaire pour elle. J'ai dit amèrement. Pas pour moi. Elle a mentionné avoir trouvé un appartement près du centre, un studio, mais dans un bon quartier, elle payera 1 an de loyer d'avance. Et ensuite, Alain a soupiré lourdement. C'est tout ce qu'elle a dit. Colette, je suis désolée. Si tu veux contester la vente, il faut agir vite. Non, Alain, ça. J'ai secoué la tête, bien qu'il ne puisse me voir. Ça, laissons faire. Je ne vais pas me battre contre ma propre fille pour un toit. Est-ce tout sûr? Oui. Aïgé dit fermement qu'elle vive avec sa décision et les conséquences. Après avoir raccroché, je suis resté longtemps à regarder par la fenêtre. Dans le jardin, des fleurs blanches dont j'ignorais le nom fleurissaient. Le vent les balançait légèrement. Elle me hochait la tête, comme en accord avec quelque chose. 3 jours avaient passé depuis mon emménagement chez Élodie, 3 jours semblant à la fois un instant et une éternité. Pendant ce temps, j'avais appris à ne pas me réveiller en pensant être chez moi, à ne pas chercher mes pantoufles sous le lit, à ne pas essayer d'allumer l'interrupteur là où il était avant. 3 jours. Ce n'est pas long pour de nouvelles habitudes, mais à 66 ans, le temps semble différent. Chaque jour, une perte semble irréparable. Ce matin-là, Élodie a suggéré d'aller au marché de la place. J'avais besoin d'acheter quelques affaires, la plupart de mes vêtements encore chez moi. J'ai accepté, bien que le shopping n'ait jamais été mon activité préférée. Le café était un endroit agréable avec de grandes fenêtres, des tables en bois. Nous avons commandé du café, des pâtisseries, j'ai à peine touché les miennes, mais Élodie ne semblait pas le remarquer. Elle parlait avec enthousiasme de ses plans pour le week-end, du projet scolaire de Hugo, de la nouvelle coiffure qu'elle apprenait pour son salon. J'écoutais à moitié, regardant par la fenêtre. Quand j'ai vu une voiture familière garée de l'autre côté de la rue, Julien, l'ex-mari de Sophie, père de Léo, en est sorti, toujours un peu négligé. Mais là, il portait un costume formel. Ce qui m'a surprise, il préférait les jeans, les t-shirts avec logo d'entreprise informatique. Léo est sorti derrière lui, portant un sac à dos. Élodie. Aïgé interromput son récit. Regarde, c'est Julien et Léo. Là. Elle s'est tournée. Vraiment, que font-ils ici? C'est un jour d'école? Je ne sais pas. J'ai froncé les sourcils, mais Julien porte un costume. C'est étrange. Nous les avons regardés traverser la rue, entrer dans le bâtiment en face, un centre de bureaux abritant des cabinets d'avocats, des agences d'assurance, des entreprises similaires. Nous avons fini le petit déjeuner, fait les courses. Élodie a insisté pour m'acheter une nouvelle garde-robe, malgré ma résistance. Je ne voulais pas être un fardeau, mais ma fille aînée savait imposer son avis. Nous avons passé presque toute la journée au marché de la place. Pendant le déjeuner,
Élodie a soudain demandé « Penses-tu que Sophie a conclu la vente ?» J'ai soupiré. Alain a dit que la vente est prévue pour aujourd'hui. Monsieur Gauthier doit payer le reste. La maison deviendra officiellement sa propriété. Et que fera-t-elle ensuite? Élodie ne cachait pas l'animosité dans sa voix. S'acheter une nouvelle maison, vivre heureuse pour toujours, avec l'argent obtenu en te mettant dehors. Élodie, s'il te plaît, ai-je dit, frottant mes yeux, lassée, je ne veux pas en parler. Pas maintenant. Nous sommes rentrés le soir. Laurent était déjà là, ce qui a surpris Élodie. Il ne rentrait généralement pas avant tard. Il semblait agité. Que se passe-t-il? A demandé Élodie, ôtant son manteau. Pourquoi es-tu rentré si tôt? Un client a annulé une réunion à l'improviste. A-t-il répondu? Mais ce n'est pas important. Sophie m'a appelé. Je me suis figé, tenant les sacs de course. Que voulait-elle? La voix d'Élodie s'est refroidie. Elle te cherchait, Colette. Laurent s'est tourné vers moi. Elle a dit avoir essayé d'appeler ton téléphone. J'ai sorti mon téléphone de mon sac. Effectivement, 3 appels manqués de Sophie. Un message. Maman, appelle-moi d'urgence. C'est important. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai senti mon estomac se nouer d'inquiétude. Léo va-t-il bien? Il va bien, m'a rassuré Laurent. Mais on dirait que Sophie a des ennuis. Elle a dit que Monsieur Gauthier s'est retiré de la vente. Quoi? Élodie n'a pu cacher sa surprise. Mais pourquoi? Alain a dit que tout était prêt? Sophie n'a pas donné de détails. Mais d'après ce que j'ai compris, Monsieur Gauthier a appris pour l'expulsion de la mère âgée, ne voulant pas gérer ce genre de maison. Du moins, c'est ce qu'elle m'a dit. Je me suis lentement assise dans un fauteuil, ne sachant que ressentir. Soulagement que la maison ne soit pas vendue, inquiétude pour ma fille, qui comptait sur cet argent, ou une étrange satisfaction malicieuse que justice ait été rendue. Elle a demandé que tu la rappelles dès que possible. A ajouté Laurent. J'ai hoché la tête, mais n'ai pas couru prendre mon téléphone. Une partie de moi voulait contacter Sophie immédiatement, connaître les détails, peut-être offrir mon aide, mais une autre, encore blessée par sa trahison, résistait. À ce moment, le téléphone a résonné. L'écran s'illuminant du nom de Sophie, j'ai pris une profonde inspiration, répondant « Maman ». Sa voix semblait tendue. « Enfin, j'essaie de te joindre toute la journée. J'étais avec Élodie au marché de la place. » Aïgé répondit calmement. « Que s'est-il passé, Sophie ?» Il s'est retiré de la vente. A-t-elle lâché? Monsieur Gauthier, il est venu aujourd'hui, disant qu'il avait changé d'avis. Il a rendu la compte. Il est parti. Pourquoi? Ai-je demandé, bien que je connaisse la réponse. Oh. Il. Elle a hésité. Il a dit avoir appris comment j'ai obtenu la maison, qu'il ne voulait pas gérer ce type de propriété, quelque chose sur le karma, l'énergie de la maison, des sottises. Je suis restée silencieuse, ne sachant que dire. Maman, je ne sais pas quoi faire. A-t-elle dit, désespérée, j'ai déjà versé un acompte sur un nouvel appartement, commandé des meubles. Je comptais sur cet argent. Chanda, trouve un autre acheteur. J'ai suggéré. J'ai essayé. Sophie a presque crié. J'ai appelé 2 autres agents immobiliers, mais l'histoire s'est déjà répandue en ville. L'un a dit clairement qu'il serait difficile de vendre une maison avec une telle réputation. L'autre a proposé un prix 30% inférieur à la valeur marchande. Sophie, j'ai essayé de parler calmement.
Je ne sais pas comment aider. La maison est à toi. Tu voulais la vendre. C'est ta décision, ton problème. Mais tu peux revenir. A-t-elle dit soudain? Si tu reviens, on peut prétendre que rien n'est arrivé, dire que tu rendais visite à Élodie. Les gens arrêteront de parler, je trouverai un acheteur. Je n'en croyais pas mes oreilles. Tu veux que je revienne, juste pour vendre la maison sans problème. Sophie, je ne reviens pas. J'ai dit fermement. Je vis chez Élodie. Je suis heureuse ici. Je ne vais pas prétendre que rien n'est arrivé. Mais, maman, non, Sophie, tu as fait ton choix. Vise avec les conséquences. J'ai raccroché, ressentant un étrange soulagement. Pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas couru résoudre les problèmes de ma fille, ne sacrifiant pas mon intérêt pour son bien-être. Le lendemain, Hélène Garnier, une collègue de Sophie du magasin d'électroménager, m'a appelée. Nous n'étions pas proches, mais parlions parfois quand je passais au travail de ma fille. Colette, bonjour, a-t-elle dit doucement, comme si elle craignait d'être entendue. J'ai désolé de vous déranger, mais je pensais que vous devriez savoir. Que se passe-t-il? Hélène. Ai-je demandé, tendu. Sophie est venue au travail aujourd'hui, et tout le monde, eh bien, vous savez, tout le monde agit bizarrement avec elle. Quelqu'un a dit que vous l'aviez mise dehors. Maintenant, beaucoup d'employés la fuient. Je m'en doutais. Ai-je dit. Oui. Hélène a soupiré. Ah, vous savez, Colette, Saint-Paul-de-Vence est une petite ville. Les gens ici n'approuvent pas ce genre de comportement. Beaucoup d'entre nous s'occupent aussi de parents âgés. Et ce que Sophie a fait, je comprends, l'ai-je interrompu. Mais, Hélène, Sophie est toujours ma fille. Je ne veux pas qu'on la traite mal à cause de ce qui s'est passé entre nous. Personne ne la traite mal. Hélène s'est empressée de me rassurer. C'est juste, les gens sont déçus. Elle semblait si gentille, et maintenant, elle s'est tuée, ne sachant comment continuer. Merci de me l'avoir dit. Ai-je dit, mettant fin à la conversation gênante. J'apprécie votre souci. Fixe. Léo a appelé ce soir-là. C'était inattendu. Il ne m'appelait pas lui-même d'habitude. Nous parlions quand je venais, ou quand Sophie l'amenait. Mamie. Sa voix semblait incertaine. Es-tu occupée? J'ai toujours du temps pour toi, mon chéri. J'ai souri, bien qu'il ne puisse le voir. Comment vas-tu? Bien. Hein? Il a marqué une pause. Ah, mamie, je voulais demander, puis-je venir te voir ce week-end? Ou juste pour la nuit? Tu me manques. Bien sûr, mon cher. J'étais touchée. Tu me manques aussi. Mais il faut d'abord demander à ta maman. Je l'ai fait, a-t-il dit, la voix un peu abattue. Ça, elle a dit que ce n'était pas le moment, qu'elle est très occupée. Je comprends. Ah, Ai-je dit prudemment. Ta maman a beaucoup à faire en ce moment. Elle est toujours au téléphone. À se disputer, a continué Léo. Et hier soir, elle pleurait dans sa chambre. Elle pensait que je ne l'entendais pas. Mais si. Léo, mon chéri, et j'ai essayé de rester calme. Les adultes traversent parfois des moments difficiles. Ta maman traverse l'un de ces moments, mais elle t'aime. Je sais ce qu'elle a fait, a-t-il dit soudain. Pierre de ma classe a dit que sa mère lui a raconté que ma maman t'a mise dehors. Est-ce vrai? C'est une situation compliquée. Léo, ai-je enfin dit, les adultes prennent parfois des décisions qui semblent justes sur le moment. Ta maman pensait faire ce qui était mieux pour vous deux. Ah, mais ce n'est pas juste.
a-t-il dit, têtu. Mettre quelqu'un dehors de chez lui n'est pas juste, surtout si c'est ta maman. Nas. Léo, j'ai soupiré. Je ne veux pas que tu penses du mal de ta maman à cause de ça. C'est toujours ta maman. Elle t'aime plus que tout au monde. Je ne veux pas lui parler. Sa voix tremblait. Je lui ai dit que je veux vivre avec papa, et tu sais quoi? Papa a dit qu'il est prêt à me prendre. Il a déjà parlé à un avocat. J'ai étouffé un cri. Léo, c'est une décision très sérieuse. Es-tu sûr de vouloir vivre avec ton papa? Oui. A-t-il dit fermement. Papa ne ferait jamais ce que maman a fait. Il dit qu'elle a toujours été égoïste, mais qu'il n'aurait jamais pensé qu'elle ferait ça à toi. J'ai fermé les yeux, sentant une vague de fatigue, de tristesse m'envahir. Je ne voulais pas que ma famille se déchire ainsi, que mon petit-fils s'éloigne de sa mère à cause de ce qui s'était passé entre nous. Léo, écoute-moi. Aïe, dit, essayant de sembler confiante, ta mère traverse un moment difficile, elle a besoin de ton soutien, pas de ton jugement, ne prends pas de décision hâtive. S'il te plaît, le lendemain, Élodie m'a raconté des nouvelles entendues d'une cliente travaillant à la banque. Mais peux-tu croire? Sophie a essayé d'obtenir un prêt contre la maison, a-t-elle dit. Mais croissant, Marie dit qu'ils l'ont refusé. Pourquoi? J'ai froncé les sourcils. La maison est payée, elle vaut beaucoup. Ce n'est pas une question de valeur. Élodie a croisé mon regard dans le miroir. C'est une question de réputation. Les banques n'aiment pas prendre de risques. L'histoire de l'expulsion de sa mère fait de Sophie une cliente peu fiable à leurs yeux. J'ai fermé les yeux, sentant l'anxiété monter. Non pour moi, mais pour Sophie. Elle comptait sur l'argent de la vente. Avait peut-être déjà pris des engagements, maintenant que la vente avait échoué. Sans prêt, sa situation financière pouvait devenir critique. Sophie m'a rappelé ce soir-là, elle semblait encore plus abattue qu'avant. « Maman ?» Sa voix donnait l'impression qu'elle avait pleuré longtemps. « Maman, je ne sais pas quoi faire ?» Que se passe-t-il? Sophie, ai-je demandé, essayant de rester calme. Julien, a-t-elle sangloté? Il a demandé une révision de la garde. Il veut que Léo vive avec lui. Et Léo? Léo a dit qu'il voulait aller chez son père. Il ne veut pas vivre avec moi? Mon cœur s'est serré. Peu importe ma colère contre Sophie, je ne pouvais m'empêcher de compatir à une mère perdant son enfant. Sophie, ai-je dit doucement, donne-lui du temps, il est en colère, mais il t'aime, tu es sa mère. Mais s'il a raison, sa voix tremblait. Si je suis vraiment une personne horrible, j'ai mis ma propre mère dehors. Qui fait ça? Je ne savais quoi dire. Une partie de moi voulait consoler ma fille, lui dire qu'elle n'était pas horrible, qu'elle avait juste fait une erreur, mais une autre partie, encore blessée par sa trahison, résistait. Maman. Sophie a continué après une pause. J'ai essayé d'obtenir un prêt à la banque. J'ai proposé la maison en garantie. Ils m'ont refusé, disant que j'étais une cliente peu fiable. J'ai entendu. J'ai répondu doucement. D'où? Sa voix semblait surprise, mêlée d'amertume. Oh, bien sûr, Saint-Paul de Vence. Tout le monde sait tout, surtout ici. Sophie, j'ai décidé de ne pas éviter la conversation. Que vas-tu faire maintenant? Je ne sais pas. Elle semblait perdue. La maison n'est pas à vendre. Personne ne me donnera un prêt. Léo ne me parle pas. Mes collègues me regardent comme une traîtresse. Je suis dans une impasse. Maman, peut-être devrais-tu déménager dans une autre ville pour un temps?
AIG suggéré. Repartir de zéro. Et laisser Léo. Sa voix est devenue aiguë. Jamais. C'est mon fils. Maman, c'est tout ce qu'il me reste. Ce n'est pas ce que je voulais dire. AIG soupirait. Mais peut-être as-tu besoin d'une pause. Une pause des conséquences de mes propres actions. Elle a souri amèrement. Non, maman, je restais ici. Je me battrai pour Léo. Je trouverai une solution pour cette maison stupide. Je voulais dire autre chose, mais elle avait déjà raccroché. 2 jours de plus ont passé. Je n'ai pas appelé Sophie. Elle ne s'est pas manifestée. Je pensais à elle, m'inquiétais, mais ne savais comment aider. À être honnête, si je voulais aider, le 3e jour, la sonnette a retenti, presque minuit. Élodie et moi, nous sommes regardés. Qui pouvait venir si tard? Laurent est allé ouvrir. 1 minute plus tard, il est revenu au salon, suivi de Sophie. Elle semblait terrible, cheveux en désordre, yeux gonflés de larmes, vêtements froissés. Sophie. Élodie s'est levée du canapé. Que s'est-il passé? Yé. Elle m'a regardé, puis sa sœur. Je voulais juste voir maman. Puis-je? Élodie m'a lancé un regard interrogateur. J'ai hoché la tête. Elle a pris Laurent par la main, quittant la pièce, nous laissant seuls avec Sophie. Ma cadette se tenait au milieu du salon, semblant si perdue, si petite, que mon cœur s'est serré. Peu importe ce qu'elle avait fait, elle restait mon enfant. Assieds-toi. Aïe, j'ai dit, tapotant le canapé à côté de moi. Elle s'est assise, évitant toujours mon regard. J'ai tout gâché, maman. A-t-elle enfin dit? Tout, absolument tout. Que s'est-il passé? A-I-J demandé, bien que je le sache déjà. Julien a pris Léo aujourd'hui. A-t-elle dit? Le juge a émis une ordonnance temporaire de garde. En attendant une décision, il a dit que j'étais instable, que je ne pouvais pas offrir à Léo des soins appropriés. Et Léo, sa voix s'est brisée. Léo ne voulait pas me dire au revoir. Il a fait ses valises, parti avec son père. Sans même se retourner, j'étais silencieuse, ne sachant quoi dire. Puis elle a continué. Ensuite, je suis rentrée dans cette maison vide, étrange, où tout avait été changé pour une vente qui n'a jamais eu lieu. Elle a passé la main sur son visage, et il n'y avait personne, ni Léon, ni toi, juste moi, seule. Elle m'a enfin regardé dans les yeux, et j'ai vu tant de douleur, tant de regrets, que j'ai tendu la main, couvrant la sienne. Je me suis assise dans cette maison vide dont j'avais rêvé, a dit Sophie doucement, et j'ai réalisé que j'avais tout perdu. Léo, toi, le respect des gens, tout ce qui comptait, je l'ai détruit de mes propres mains. Et pourquoi? Pour une maison que personne ne veut acheter, pour de l'argent que je n'ai jamais eu. Elle a couvert son visage, laissant les larmes couler, ses épaules tremblaient de sanglots. Je l'ai enlacée, la serrant contre moi, comme quand elle était petite, effrayée par quelque chose. Je ne sais pas comment continuer. Maman, a-t-elle murmuré à travers ses larmes. J'ai tout gâché. Salma, à cet instant, regardant ma fille en pleurs, j'ai réalisé que malgré toute la douleur qu'elle m'avait causée, je l'aimais encore, que peu importe l'ampleur de son erreur, elle en payait déjà le prix fort. Sophie, A.I.G. dit doucement, caressant ses cheveux, tu as fait une erreur, une grosse erreur, mais ça ne veut pas dire que tout est fini. Elle a levé les yeux, surprise. Tu ne me détestes pas? Si. Non. J'ai secoué la tête. Je t'aime, et je t'aimerai toujours.
Mais l'amour ne signifie pas ignorer ce qui s'est passé. Je sais, a-t-elle murmuré, je sais que je t'ai blessé, et je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes tout de suite. Mais je veux essayer, je veux réparer ce que j'ai fait. J'ai hoché la tête, sentant une lueur d'espoir. Fragile, mais réelle. Ah, d'accord. Aïdjé dit, mais cela prendra du temps. Sophie, la confiance se reconstruit lentement. Elle a hoché la tête, essuyant ses larmes. Je suis prête. Maman, je ferai tout ce qu'il faut. Yatsa. Élodie est revenue dans le salon, portant un plateau avec du thé. Elle nous a regardés, son expression adoucie. Tout va bien, a-t-elle demandé. Prudente. Nous commençons. Aïgé répondit avec un petit sourire. C'est un début. Sophie a regardé sa sœur, hésitante. Élodie, je suis désolée pour tout, pour t'avoir mise dans cette position, pour avoir fait du mal à maman. Élodie a soupiré, posant le plateau. Sophie, je ne vais pas mentir. Je suis encore en colère. Ce que tu as fait était impardonnable. Maïs. Elle a marqué une pause. Et si maman est prête à te donner une chance, je le suis aussi. Mais ne t'attends pas à ce que ce soit facile. Sophie a hoché la tête. Je sais, et je ne m'attends pas à ce que ce soit facile. Je veux juste essayer. Cette nuit-là, Sophie est restée chez Élodie, dormant dans la chambre d'amis à côté de la mienne, pour la première fois depuis des semaines. J'ai dormi profondément, sans me réveiller en sursaut, pensant à la maison, à ce que j'avais perdu. Le lendemain matin, nous avons pris le petit déjeuner ensemble. Un moment étrange, mais curieusement réconfortant, comme si nous réapprenions à être une famille. Sophie semblait plus calme, bien que toujours marquée par la douleur. Elle a parlé de ses plans, trouver un nouvel emploi, peut-être à temps plein, pour stabiliser sa situation. Et la maison, a demandé Élodie, toujours directe. Sophie a baissé les yeux. Je ne sais pas encore. A-t-elle à demi? Si, je ne peux pas la vendre, pas après tout ça, et je ne veux pas y vivre seule. C'est trop grand, trop vide. Alors, pourquoi ne pas y retourner tous ensemble? Aïgé suggéré, surprenant même moi-même. Toi, Léo, et moi, nous pourrions essayer. La maison est assez grande pour nous trois, et Léo mérite un foyer stable. Sophie m'a regardé, les yeux écarquillés. Tu voudrais vivre avec moi, après tout ce que j'ai fait? Tu es ma fille? Aïgé dit simplement, et je veux que nous soyons une famille, pas seulement dans les bons moments, mais aussi dans les moments difficiles. Femme. Élodie a froncé les sourcils. Maman, es-tu sûre? A-t-elle demandé. Après tout ce qui s'est passé? Je ne suis sûre de rien. Aïe, admise. Mais je sais que je veux essayer, pour Sophie, pour Léo, pour nous tous. Sophie a pris ma main, ses yeux pleins de larmes. Merci, maman, a-t-elle murmuré. Je ne mérite pas ça, mais je promets, je ferai tout pour que ça marche. Élodie nous regardait, son expression mêlant doute et espoir. D'accord, a-t-elle enfin dit. Mais, Sophie, si tu fais encore du mal à maman, je ne le ferai pas, a interrompu Sophie, sa voix ferme. Jamais plus. Une semaine plus tard, nous sommes retournés dans la maison. Les murs gris avaient été repeints en couleur chaude. Mes meubles, que Sophie n'avait pas eu le temps de vendre, étaient à leur place, mes photos accrochées au mur. Mais quelque chose avait changé, cette maison ne serait plus jamais la même.
Trop de choses s'y étaient passées. Léo était ravi de l'arrangement. Le juge lui permettait de passer la semaine avec sa mère et sa grand-mère, les week-ends avec son père. Bien que Sophie semblait encore tendue avec moi, et moi, je tressaillais quand elle haussait la voix. Nous apprenions à vivre ensemble, pas comme avant, mère et fille obéissantes, mais comme deux femmes adultes, respectant les limites de l'autre. Élodie nous rendait visite chaque semaine. Observant d'abord nos tentatives de réconciliation avec lassitude, mais peu à peu, elle s'adoucissait, surtout en voyant combien Sophie s'efforçait sincèrement de réparer son erreur. « Tu sais, » m'a dit Élodie un jour, alors que nous étions sur le porche, buvant du thé, regardant Sophie et Léo jouer au badminton sur la pelouse. « Je n'aurais jamais cru dire ça, mais je pense que Sophie a vraiment changé. » « Elle n'a pas changé. » J'ai secoué la tête. « Elle a grandi. Nous grandissons tous, Élodie, parfois à travers des erreurs, parfois à travers la douleur. Mais ce qui compte, ce n'est pas combien de fois nous tombons, c'est que nous trouvions la force de nous relever, de continuer. » Élodie a regardé sa sœur, pensive. « Ah, peut-être as-tu raison. » A-t-elle enfin dit. « Peut-être ai-je toujours été trop dure avec elle. Peut-être n'ai-je pas été assez dure. » Aïe, sourit. Peut-être. Comme d'habitude, la vérité était quelque part entre les deux. Nous sommes restés dans un silence confortable, profitant de la soirée chaude, des sons de rire venant de la pelouse. Je ne savais pas ce que l'avenir apporterait, combien de hausses et de bas nous attendaient sur ce chemin de reconstruction de la confiance. Mais à cet instant, regardant mes filles, mon petit-fils, je ressentais une chose, l'espoir. L'espoir que malgré toutes les erreurs, les blessures, l'amour était plus fort que tout. La maison, source de discorde autrefois, pouvait maintenant devenir un lieu de réconciliation, pas parfaite, pas instantanée, mais réelle, avec des difficultés, des doutes, des retours occasionnels de méfiance, mais aussi avec l'opportunité de tout recommencer, cette fois plus sage, plus tolérante, plus bienveillante les uns envers les autres. Et peut-être, c'est le vrai sens du pardon, non pas oublier les griefs passés, mais être prêt, malgré eux, à construire un nouvel avenir ensemble.